Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au sein de la Maison de la Francité pour cette rencontre organisée dans le cadre de la Foire du Livre. Coopération, éducation, culture vous accueille ici dans le cadre d'une rencontre qui s'inscrit totalement dans l'ADN de notre association. En effet, nous sommes convaincus qu'il y a mille et une façons de lire le monde, mille et une façons de dire le monde, et qu'il est probablement essentiel de décentrer le regard pour mieux en comprendre sa complexité. Et c'est ce à quoi nous invitent les auteurs certainement aujourd'hui présents. Mais avant de venir vers vous, je voulais remercier la Foire du Livre pour ce partenariat, pour leur inventivité, pour que ces rencontres aient lieu dans le contexte actuel, ainsi que la Maison de la Francité qui nous accueille dans cette magnifique salle L. Alors, je salue toutes les personnes qui nous auront rejointes en ligne. J'espère une partie depuis Haïti, peut-être, ou ailleurs dans le monde. Et je remercie aussi Julide Cousil-Calais qui a accepté de prêter sa voix de comédienne, qui est enseignante de français, mais qui en plus est comédienne et va donner corps au texte que nous vous présenterons aujourd'hui. Et in fine, je remercie aussi toute l'équipe de CEC, sans laquelle cette rencontre ne pourrait pas avoir lieu. Alors, ceci nous amène chez nos deux invités que j'accueille chaleureusement. Je vous remercie d'être venus jusqu'à Bruxelles. Alors, ici, à ma gauche, j'ai Jean d'Amérique. Jean d'Amérique est né à Côte-de-Fer, dans le sud-est d'Haïti, en 94. Vous avez donc 27 ans. Auteur de plusieurs recueils de poésie, de pièces de théâtre également. Alors les recueils de poésie, je vais citer Petite fleur du ghetto, Nul chemin dans la peau que saignante étreinte, à Chêne éditeur. Les pièces de théâtre Cathédrale de cochon, entre autres, qui d'ailleurs est de nouveau en lice pour un prix, si j'ai bien vu hier. En tout cas, pour ces différents livres, ces différentes œuvres, vous avez été primés, entre autres le prix RFI Théâtre. Et aujourd'hui, vous rentrez dans la peau d'un romancier et avec ce premier roman au titre magnétisant, Soleil à coudre. Mais à côté de ça, et nous allons y revenir, mais vous êtes également directeur artistique d'un festival international de poésie transpoétique dont la première édition a d'ailleurs eu lieu à Port-au-Prince en 2019, en plein pays LOC, c'est-à-dire le pays était fermé et il y a eu ce miracle de festival. Alors, à côté de moi, à ma droite, il y a Néhémie Pierre Dahomey, bienvenue. Vous êtes né à Port-au-Prince, vous avez 35 ans, vous vivez aujourd'hui à Paris et très souvent aussi quand même en Haïti. À Paris, vous y avez poursuivi des études de philosophie et vous enseignez actuellement et faites probablement d'autres choses encore. Le roman dont on va parler aujourd'hui, Combat, est votre deuxième roman. En effet, en 2017, vous avez publié Rapatrié aux éditions du Seuil également. Rapatrié, qui était ce roman, qui était l'histoire d'une femme belliqueuse, Louise Saint, qui, après avoir tenté la traversée pour trouver un avenir meilleur vers les États-Unis, était revenue à Port-au-Prince, dans ce quartier, dans cette cité qui s'appelait Rapatrié, merveilleux roman, qui avait d'ailleurs remporté le prix Révélation de la Société des gens de lettres et ainsi que le prix Carbet des lycéens. Alors, je me permets de montrer le précédent roman de Néhémie Pierre, ainsi qu'un des recueils de poèmes de Jean d'Amérique.
Donc voilà, Combat. Je vais commencer par Combat avec Néhémie Pierre Dahomey. Donc Combat est un livre qui nous propose une plongée littérale dans une grande fresque avec un nombre impressionnant de personnages dans une petite bourgade, la petite bourgade de Boin, dans la plaine du cul-de-sac en Haïti. On est donc bien dans la paysannerie, une plongée dans la paysannerie haïtienne du 19e siècle. Parce qu'effectivement, ce roman se situe dans les années 1800, plus précisément en 1842. Il y a donc 38 ans avant ça que l'île de Saint-Domingue devint Haïti lorsque la population a vaincu l'armée de Napoléon et fait naître la première république noire indépendante. Et aussi étrange ou curieux que cela puisse paraître, les Haïtiens vont devoir payer une dette, vont devoir payer cette indépendance à prix fort pour dédommager les anciens colons. Ceci, c'est pour planter un peu le contexte historique du roman. Alors à Boin, il y a deux frères. Je l'explique, deux frères qui sont quelque part des ennemis jurés. C'est Ludovic Possible. Ludovic Possible, il est mulâtre, propriétaire terrien, et son frère Balthazar Possible, né du même père, mais pas de la même mère, sa mère étant une maîtresse du père qui était une, entre guillemets, négresse des Mornes. Alors il se voue une certaine animosité vu que la maman de Ludovic est morte de honte de cette histoire-là, et à côté de ça, Balthazar Possible, lui, se bat pour protéger quelque part les environs de Boin et la population de Boin contre une obligation qui est imposée par le gouvernement, le nouveau gouvernement, qui veut s'acquitter de sa dette vis-à-vis de la France et qui impose un impôt, qui impose la corvée, c'est-à-dire le travail sans rémunération, et pour ceci fait un recensement de la population, et Balthazar Possible va trouver son arrangement pour éviter que la population ne retrouve ce recensement. Ceci dit, un jour, il va demander donc à la population la taxe du soldat, ou je ne sais plus comment vous l'avez appelé, la taxe du soldat, et un beau jour, il y a un monsieur dans la population, Timoléon Jean-Baptiste, qui refuse de s'en acquitter. C'est un ami de Ludovic Possible, et il va provoquer Balthazar en duel, et ce, à travers le traditionnel combat des coqs. Donc on retrouve ici le mot combat. Et avant de vous donner la parole, je vais demander à Julie D de bien vouloir lire un extrait par rapport à ce combat. N'empêche qu'on ne sait toujours pas qui a pu inventer les combats de coqs, à moins que ceux-ci n'aient inventé leur propre combat, vendetta éternelle dont personne, à part eux, ne connaîtrait le secret. Autant de questions que Bis ne se pose guère. Il est là, juste à côté de sa cage, guettant son adversaire. Il n'a rien inventé du tout, mais accepte, sans sourciller, le destin qui est le sien de massacrer ses semblables. Bis est un coq, aussi massif et lourd que les doigts de son maître Timoléon. Ses cuisses sont celles d'une vieille pintade sauvage. Son corps imposant lui procure une formidable capacité d'encaissement. Mais son principal atout réside dans son surprenant jeu de bec. Parce qu'il est quand même un peu lent des pattes, ses adversaires ne doivent pas s'attendre à une telle rapidité quand il s'agit de tourner la tête pour frapper comme une vipère et de manière récurrente. Bis ne s'appelle pas l'imbattable pour les belles lettres. Voilà quelques mois qu'il domine la plaine des basses-cours et des galodromes. Timoléon s'est fait beaucoup aider afin d'élever la bête le mieux possible. Il a été seul, voici 2 ans, à remarquer ses bonnes dispositions.
Et le coq est devenu pour lui l'occasion de vérifier la devise nationale que l'union fait la force. Car il l'a fait suivre par ses amis coqueleux, l'a entraîné chez divers maîtres et l'a nourri avec le concours vivrier de ses camarades solidaires. Au bout du compte, le coq incarne la tendresse de Timoléon autant que l'amour militant qu'il attache au travail collectif. Alors Néhémie, que représentent ces deux coqs? Donc, pour rappel, la bête immonde et le coq de Balthazar possible, et Bis, l'imbattable, et le coq de Timoléon Saint-Baptiste. Qu'est-ce qui représente ces deux coqs? Deux coqs qui vont encore longtemps hanter les nuits des Boignais. Ils représentent d'abord eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils ont chacun un nom. La bête immonde a un nom, c'est la bête immonde, Bis l'imbattable aussi. Pourquoi je dis qu'ils représentent eux-mêmes? C'est parce que non seulement on est très vite tenté par la lecture métaphorique, que non seulement il ne faut pas se laisser aller trop vite à cette lecture, à mon avis, mais aussi j'avais l'intention vraiment d'en faire des personnages à part entière. Ils ont vraiment un nom, ils ont des pensées, ils s'affrontent pour des raisons aussi qui leur sont propres. Une fois ceci dit, je ne peux pas nier non plus qu'ils représentent leurs maîtres respectifs, leurs coqueleux. Ils représentent respectivement Balthazar possible et Timoléon Jean-Baptiste, parce qu'ils étaient censés s'affronter les deux, ils étaient censés se battre, mais ils ont utilisé les coqs soit pour ne pas se battre du tout, soit pour aggraver leur inimitié. Donc, à part eux-mêmes et Timoléon Jean-Baptiste, Balthazar possible, les coqs représentent une envie de raconter de manière épique. Je ne peux pas nier que je me suis beaucoup amusé, alors que je ne trouve pas du tout l'écriture un exercice amusant. Je me suis beaucoup amusé à l'écriture de ce combat de coq. C'est-à-dire, j'aime l'épique, j'aime l'épopée, j'aime le désir de connaître la fin. Et ne pas avoir su entre Bis l'imbattable et la bête immonde qui allait gagner le combat, ça m'a beaucoup amusé, m'a beaucoup mené, porté, transporté dans l'exercice d'écriture. Et donc justement, l'exercice d'écriture, on voit bien, c'est un petit peu le point de départ, ce combat entre coqs. C'est un premier combat, parce que je pense que le livre est rempli de combats, de duels. En tout cas, il y a le duel entre les deux frères, il y a le combat ici des coqs, il y a aussi le duel entre une population, l'élite et les paysans, il y a un duel à différents niveaux. Donc, comment arrivez-vous, comment commencez-vous vos romans? Comment progressez-vous? Est-ce que ce combat a été déclencheur de la suite? Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez avant de commencer? Comment ça se fonctionne? Oui, combat assez déclencheur, parce que ce combat de coq fait partie des premières choses écrites du roman. Ça, je dois le reconnaître. Et j'avoue aussi que le mot duel est très bien choisi dans les deux sens du terme. Duel par rapport à la symétrie, à la binarité, quoi. Ouais. Le chiffre 2, c'est mon deuxième roman, et je me suis beaucoup amusé avec le chiffre 2. Deux frères, deux coqs, deuxième roman, deux combats, l'un qui commence et l'autre qui finit le livre. Je me suis beaucoup lâché sur la dualité comme une forme de, pour m'amuser, hein. Ça m'a amusé en tout cas. Et duel dans le sens de combat, tout simplement. Oui, le mot duel est bien choisi de ce point de vue. Et dans l'exercice d'écriture, au-delà de toute la tendresse de la narration, parce que c'est aussi un roman sur le conte, le personnage d'Aïda est tout de même reine chanterelle, il y a aussi une vraie recherche d'épopée du duel, d'épopée de combat, d'épopée de passe d'armes.
On les retrouve et on va y venir. Alors, donc, l'histoire prend la forme d'un conte. Il y a le conte dans le conte parce que, en fait, le livre est parsemé d'histoires qu'on nous raconte aussi. Maintenant, le conte est très ancré dans la tradition haïtienne également, hein, et on le retrouve à travers tout le roman. Maintenant, le conte a souvent vocation aussi d'expliquer un peu l'origine des choses. Et est-ce que c'est de là qu'il y a eu cette volonté chez vous d'inscrire ces combats dans un roman historique? Oh, je ne sais pas si je serais capable de faire un roman historique, hein, je ne pense pas. La ruralité m'a plus intéressé, en tout cas m'a intéressé avant la période historique. J'étais surtout intéressé par la plaine du cul-de-sac, par Bohème et par tout ce qui pouvait se jouer là comme terrain très, approprié aux gens du conte. Même si c'est un roman, même si je transgresse en prenant de l'oraliture pour injecter dans la littérature, mais j'ai trouvé quand même que le milieu rural de la plaine du cul-de-sac était très approprié pour cela. Mais vous l'avez quand même inscrit dans l'histoire. Vous l'avez quand même marqué en 1842. Une fois ceci dit, 1842 est arrivé. Je ne me souviens plus à quel moment du processus de création. Mais j'ai vérifié seulement après que je n'ai pas dit beaucoup de bêtises. C'est-à-dire, je n'ai pas écrit du haut d'un ensemble de connaissances historiques. Ça m'était assez égal. Oui. Le contexte historique a été peaufiné après. Il est, par contre, il a probablement aussi un effet qu'il apporte certaines connaissances que peut-être certaines personnes qui lisent votre livre n'ont pas et peuvent découvrir justement par rapport à cette construction. Faut pas Très bien. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette période. Par contre, là où je pense que vous êtes peut-être un peu plus spécialiste, c'est dans l'art de raconter les histoires quand même. Ah, ça, j'ai essayé. Et nous avons donc dans votre livre un personnage absolument mystérieux qui s'appelle Aïda. Vous l'avez cité il n'y a pas longtemps. Aïda qui est ce qui s'appelle une reine chanterelle. Alors dites-nous un petit peu plus sur cette reine chanterelle. Sur Aïda elle-même ou sur la figure de reine chanterelle? Alors, parlons de Aïda et après expliquer pourquoi on dit qu'elle est reine chanterelle. Bien, Aïda, comment dire, jeune personnage féminin, 12-13 ans, qui se retrouve dans un monde fait de combats. Littéralement, comme je viens de le dire, dans un monde fait de duels, tout le monde va par deux et tout le monde se tape dessus, coq et chien compris. Elle se retrouve là pour seule arme de ne pas savoir poser les mots sur le flot de la vie. Elle est mutique, elle ne parle pas beaucoup, donc elle se retrouve là avec son silence, cette espèce de silence inné qui la caractérise, et voici qu'elle est priée de raconter des histoires comme sa mère. Parce que sa mère, avant elle, était reine chanterelle et qu'elle descend d'une longue lignée de femmes qui racontent des histoires, qui chantent et qui magnifient la foule et par la puissance de leur voix. Voilà qu'elle doit porter cette responsabilité-là en tant que gamine, 12-13 ans. Eh bien, je ne dirai pas tout, est-ce qu'elle s'en est sortie ou pas, puisque j'inciterai les gens à le découvrir par eux-mêmes à la lecture du roman. Mais Aïda, c'est cet enfant doté de silence qui doit s'en sortir dans un monde fait de duels, de combats. Est-ce que la reine chanterelle, parce que quand même à un moment vous dites la Aïda dès le départ montre sa capacité à s'élever au-dessus du monde. Et moi j'ai lu ça un petit peu. Est-ce que la reine chanterelle est au monde ce que l'artiste, l'écrivain peut être, celui qui transcende le réel? Est-ce que vous mettez ce lien? Je ne suis pas reine chanterelle, hein. Je suis encore moins Aïda, enfin. Je suis un vieil homme de 35 ans. Non, certes, il y a immanquablement un parallèle qui est fait entre la figure de reine chanterelle et le fait de raconter des histoires. Sans le présager,
ce roman se voudrait être une réponse à deux questions qui m'ont souvent été posées après la publication de Combat. La première question, c'était mais qu'est-ce qui explique la pauvreté d'Haïti? L'un des éléments de réponse, c'est cette dette honteuse imposée par la France après l'indépendance d'Haïti, qui est vraiment a provoqué un ratage de la modernité du 19e siècle. Le pays est resté, entre guillemets, essentiellement agricole. Mm-hmm. Et la deuxième question, en l'occurrence, c'est pourquoi y a-t-il autant d'écrivains en Haïti? Alors, je pense qu'il n'y en a pas assez, il en faut beaucoup plus. On n'est jamais trop content de lire de nouveaux livres. On va parler tout à l'heure de Soleil à coudre. Mais je voulais aussi proposer une réponse très personnelle sur la figure, à partir de la figure de la reine Chanterelle. Donc le parallèle existe entre la reine Chanterelle et l'écrivain. Mais je ne pense pas que... Alors, c'est une phrase s'élever au-dessus du monde. Ce n'est pas tout à fait le travail de l'écrivain, à mon avis. Soit un peu, mais plutôt en s'incarnant, plutôt en s'enracinant. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la voix, mais de la voix matérielle, physique, qui est plus propre à la reine Chanterelle qu'à l'écrivain, quand même. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons écouter un extrait justement qui est fait je vous dis vite dans quel contexte il s'inscrit. C'est une situation un peu improbable. Aïda, reine Chanterelle, se retrouve avec Dorilien Gros-Ventre, un conteur reconnu aussi qui agrémente des événements. Il se retrouve prisonnier pour avoir porté au reste du monde des histoires animistes. On vous écoute. Aïda se verse de l'eau. Elle aurait voulu une dose de tabac, car la nuit sera longue. Et là, dans cette chambre bougeant lentement sous la faible et scintillante flamme, se déclare le plus beau duel déroulé à la plaine du cul-de-sac, dans tout le pays, et peut-être dans le monde entier. Bien mieux que Bis l'impatable contre la bête immonde. Encore mieux que le récit d'exploration des plus grands chevaliers. Car finalement, il s'agit moins d'un duel que d'une passe d'armes subtile, sans public, amicale et perdue à jamais dans les plis sombres du chuchotement. Dorilien et Aïda vont se raconter des histoires. Aïda part avec un avantage. Jamais, pour elle, les histoires n'ont été liées au public. Si elle a été amenée à en raconter à haute et intelligible voix, c'était en tant que créature de Dorilien lui-même, après la veillée de sa mère. De telle sorte que, suivant une certaine logique narrative aussi vieille que le monde, la créature est forcément appelée à dépasser son créateur. Sans oublier qu'elle est en terrain connu, entre les murs de son enfance, là où sa mère l'a introduite à cet art éternel et solitaire de faire marcher des êtres imaginaires sur le fil de leur destinée. Même si la pièce n'est plus la même, vide et misérable, deux paillasses et un bol de toilette où elle a dû se soulager à 2 reprises en présence d'un homme adulte, même si des gardes ne sont pas loin dehors, buvant et jouant, confiant que les geôliers ne peuvent rien tenter en termes de libération, puisque le monde de tous ici-bas se résume à la plaine du cul-de-sac, même si tout cela, la simple présence de ces murs, la honte qu'elle y a bu en lieu et place des adultes, les histoires qu'elle y a en réserve avant même sa naissance, mettent Aïda en position naturelle d'éblouir son adversaire, pour ainsi parler, et de lui apprendre que, en matière de récit, le lieu chargé d'où l'on raconte vaut souvent mieux que la quantité de 777 sacs d'histoire.
Magnifique passage qui montre un duel. On parle d'un passe d'armes, un duel très tendre finalement, parce que c'est un duel où on se raconte des histoires et où Dorilien reconnaît toute cette force de la reine chanterelle Aïda. Nous reviendrons un peu plus tard vers vous, Néhémie, parce qu'il y a certainement encore beaucoup de choses à dire sur votre roman. Mais là, je me tourne vers Jean d'Amérique. Jean d'Amérique, avec votre soleil à coudre. Alors là, on va parler de lumière, on va parler, mais aussi de réparation, de quête, de création, pourquoi pas. Comment se créer sa part de lumière alors qu'on vit l'enfer? Disons ça rapidement comme ça. Alors, pour faire un bref résumé du roman, pour situer les différents personnages, c'est Tête Fêlée, c'est l'histoire de Tête Fêlée, une jeune fille de 12 ans aussi, qui vit dans un bidonville de Port-au-Prince, la Cité de Dieu. Elle est entourée d'une personne qu'elle appelle papa, mais qui n'est pas son père biologique. Et ce papa est au service du pire bandit de la ville, Ange de Métal, hein, qui est un gangster qui entraîne papa dans les situations les plus terribles. Et puis alors il y a la mère de Tête Fêlée, Fleur d'Orange, qui elle se prostitue. Et donc dans cette misère profonde, cette pauvreté aussi, Tête Fêlée, elle observe beaucoup, elle se laisse également emporter dans toute l'ambiance et le cadre qui est là. Elle va participer quelque part aux activités criminelles aussi de son papa, et elle tente quand même d'une façon ou d'une autre à penser, à fuir ou en tout cas à s'évader par moments de cette vie qu'elle observe et auquel elle n'adhère pas. Et pour ce faire, elle écrit et elle réécrit sans cesse une lettre qu'elle veut adresser à une fille qui est une camarade de classe dont elle est amoureuse. Alors, peut-être une première question, Jean d'Amérique, c'est comment vous est venue la construction de ce roman? Comment vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui a été le point de départ? Disons, en fait, j'ai commencé bizarrement par le personnage de papa. C'est lui qui est arrivé d'abord. Il y avait une espèce d'image, une sorte de métaphore de la violence que je cristallisais à travers cette figure de papa, c'est-à-dire violence à la fois physique ou bien dans des activités de gang, comme vous venez de dire, et aussi une image de la violence patriarcale aussi. Donc voilà, il y avait déjà ce personnage qui est arrivé, mais dès les premières lignes, Tête Fêlée est arrivée et elle m'a un peu commandé de raconter son histoire. Bon, je dis ça comme ça, mais pas d'une façon magique, mais les personnages ont je trouve cette faculté de s'imposer à nous en écrivant. Et moi, j'avais pas d'idée précise d'une histoire au tout début. Je me laissais emporter par les vœux de ces personnages. Et donc, Tête Fêlée, elle a pris tout de suite beaucoup de place. Et je me suis mis à son écoute pour raconter son histoire. D'accord. Et alors, Tête Fêlée a un regard assez dur sur le monde qui l'entoure. Et une première chose qu'elle observe avec un regard très, très critique, c'est l'école. L'école où finalement, elle y va tous les jours et on pourrait se dire peut-être qu'elle y pourrait trouver refuge, mais ce n'est pas le cas. Je propose qu'on écoute un extrait sur l'école. Je n'ai jamais compté sur cette vie pour vivre. Ce n'est pas un cercle illusoire comme l'école qui va m'arracher à cette marche. L'école est sans doute la plus sale des conneries.
que nos mondes s'attachent pourtant à illuminer. Me le disent du moins les écoles de mon pays. Des règles à n'en plus finir, épinent sous nos pas tendres. Rien à voir avec la putain de vie qui nous attend juste au bout de la rue. Avec sa charte renouvelée à chaque instant qui s'efface. On apprend à compter à l'école. Ailleurs, d'autres inventent des chiffres. Certains signent de gros contrats qu'ils ne savent même pas lire. D'autres donneraient leur vie pour apprendre à décrypter les lettres, pour apprendre à lire dans l'une de ces écoles de la place. Sainte ruine, mère de Bourdin, collège bavintrice de Bikini, sœur sale et chienne bidon school, collège Burke ou encore le crédule séminaire Sainte-Faciale, là où je suis. M'instruire ? Je suis bien instruite des dégâts de mon monde, de son allure décadente et de ses ébats obscènes qui traquent le dernier rempart humain. Je viens ici pour 2 raisons. Répondre aux mensonges d'une société vendeuse de diplômes et surtout, guetter la lune de ma vie, celle qui règle mes frissons. Le professeur creuse à fond sa réserve de salive et insiste pour qu'on le prenne au sérieux, comme si émanait de sa bouche l'heureuse géométrie de la vie. On sait quel schéma tracer, on résout tous les problèmes ici. On s'invente un monde d'imposture et on se met à y croire. Nous mettons ainsi des barricades sur nos propres sentiers, un gris rude devant nos rêves de blancheur. Milliers de mirages à l'embouchure de nos yeux. Tout ce qu'on apprend ici n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs, en dehors de ce bâtiment. Comme si on allait rester planté dans l'univers scolaire. Comme si nous n'étions qu'épaves, n'ayant rien à foutre d'un esprit qui nous tiendrait debout face à la vie. École de la vie, la question posée par peut-être Fellé, c'est aussi est-ce que l'école pourra me sortir un jour de ce bidonville crasseux ? Alors moi, ce que je me pose comme question, c'est que est-ce que vous, gens d'Amérique, est-ce que vous y croyez que cette école peut atteindre ça ? Je sais pas parce que en fait l'école c'est tout simplement un outil. Ça dépend de qu'est-ce qu'on en fait. Ça peut nous aider à certains moments et à d'autres moments pas du tout. En tout cas dans le livre à travers le regard de Ted Fellé, il y a plusieurs espaces de socialisation en fait qui qui lui apprennent autre chose que peut-être ce qu'on attend de ces espaces-là. Je parle de la famille, de l'école, et on voit cette confrontation qu'elle a, ou bien ce rapport qu'elle a avec l'école. C'est beaucoup moins un espace où elle apprend vraiment à vivre, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent autour d'elle, notamment, je dirais, à travers l'école brutale de la rue, l'école de la vie assez violente dans laquelle elle est prise. J'ai l'impression, en tout cas, que ça lui amène à un apprentissage beaucoup plus direct de la vie, en fait, que le chemin de l'école. Après, son regard sur l'école, ça me concerne pas trop. C'est le personnage qui pose. Qui le pose. D'accord. Alors, en fait, quand on lit le livre, donc on voit, on dit toujours que c'est un court roman. C'est un livre où il se passe énormément de choses. En fait, on tourne les pages parce qu'il y a des événements, mais beaucoup de choses extrêmement violentes. On l'a compris, le cadre de Ted Fellé est tel. Mais à côté de ça, on se rend compte, en fait, que généralement,
en tout cas je pense, ce sont les mots qui sont au service de l'intrigue. Et ici, j'ai l'impression que c'est l'intrigue ou la toile de l'histoire qui est au service des mots. Derrière cette violence, il y a la poésie qui vient faire en sorte qu'on sort de ce livre bouleversé à la fois par la violence et à la fois par la beauté des mots, la beauté de la façon dont les choses sont amenées. Alors, poésie et violence, ça fait bon ménage selon vous? Est-ce que c'est facile? Comment est-ce que vous voyez ça? Disons que pour moi, il n'y a pas une opposition radicale que je cherchais entre violence d'un côté et poésie qui sauve d'un autre côté. Mais tout simplement, comment raconter ces lieux où la violence a gagné beaucoup de place? Comment les raconter? Déjà, pour moi, dans l'exercice d'écriture, c'était éprouvant, c'est-à-dire avec cette matière, comment faire littérature? Et moi, ce que la poésie, ce que le travail sur la langue me permet de faire, c'est de transcender ces mondes, de transcender ces réalités qui sont assez violentes. C'est pas pour les couvrir en fait, mais les donner à voir dans une langue qui les porte et qui invite le lecteur, la lectrice à entrer vraiment. C'est-à-dire, je pose pas la poésie d'un côté, la violence d'un côté, mais j'essaie de faire en sorte que ça fait corps, parce que j'envisage pas la poésie comme quelque chose de joli d'un côté et qui vient couvrir tout à coup la violence. Mais essayer de trouver voilà, cette langue charnelle qui fait corps avec ce qu'elle raconte pour la rendre beaucoup plus vivante. Merci. On va écouter un passage qui pour moi relate très fort ce que vous dites là maintenant. Moi, tête fêlée, allégorie des 1001 peines du ghetto. Ma quête de symphonie vitale échoue. La voix naufragée, maintenant, mon souffle résonne dans une spirale de mots. Étrange cacophonie. Mon nom est un poème de fin du monde. Des lueurs corrosives emprisonnent les bords de ma vie, me rongent jusque dans les profondeurs. Peau livrée au chant des épines, je suis comme enfoui dans un immense labyrinthe et je ne sais d'où viendra enfin une brèche pour m'esquisser un horizon. Telle une bougie s'imposant des larmes mortelles, me voici trafiquée dans les halos de la violence. Je force mon regard jusqu'à me saigner les yeux. Lacérée jusqu'au plus profond des entrailles, je dépose une épitaphe sur les fleurs massacrées de mon enfance. Voiles éraillés, ailes cassées dans les orages du temps. Parfois, je comprends les gens qui, comme mon père, avec son Beretta chéri, à en croire la légende de la bouche qui donne et de l'oreille qui reçoit, se lèvent un jour et s'éclatent le crâne une fois pour toutes. Mon enfance, troupeau d'aiguilles dans la chair de mon âge. Triste quartier, ô ma cité de Dieu, je te maudis pour mes rêves dressés dans la foudre. La violence coule, grammaire sauvage. J'en ai bu et elle a dévoré ma langue. J'aimerais bien mon innocence, j'aimais bien mon innocence, l'aime encore. J'ai beau lutter contre la bête qui me remplit, j'ai promis de la tendresse à mes mains, mais le fer a eu raison de moi. La violence a conquis mes lignes blanches. Sale chronique blessant ma voix. Est-ce ainsi que la solitude m'attrape? Est-ce ainsi que la nuit m'appelle? J'entends le chant sauvage, un refrain qui m'est familier.
tu seras seul. Tu seras seul dans la grande nuit. M'efforcer d'enjamber le temps à coups de pas précoces, me détruire cruellement. Je m'empoisonne pour être quelqu'un au milieu de ces bêtes qui se mentent à elles-mêmes au sujet de leur nature. Fuir ce monde mal parti, échapper à ces plaies qui marquent les interstices du rêve. Être au moins un cri dans l'abattoir. Je ne périrai pas dans ce sanglant contrat des hommes. Donc ici, on voit combien cette écriture nous touche par sa beauté, malgré ce qu'elle exprime finalement, qui est quelque chose d'assez violent. Je serais là. Est-ce que ce roman est une quête faite à ce soleil à coudre, pour reprendre le titre que je trouve assez magnifique? Est-ce que l'écriture est un moyen justement pour réparer, coudre, refaire, créer? Oui, dans un certain sens. Pour moi, c'était le premier espace où je pouvais intervenir, c'est-à-dire cette idée de raconter, de donner à voir, de donner à entendre. Et on le voit aussi à travers la figure du personnage principal, Tête Fêlée, qui, au milieu de ce vaste chaos, elle existe parce qu'elle parle, parce qu'elle raconte sa vie et celle des autres. Elle a une espèce de vue sur le monde, en fait. Et elle a une fenêtre d'existence plus ou moins possible. Du coup, pour moi, l'acte de raconter, d'écrire même, c'est essayer de recoudre, ne serait-ce que dans l'idée, de recoudre sa vie, de leur redonner une dignité dans l'espace de la littérature. Alors là, sur ça, c'est une question que j'aimerais vous poser à tous les deux, parce que ces livres, quelque part, nous apprennent, je le pense, énormément sur la situation d'Haïti d'aujourd'hui. D'accord, Néhémie, avec ça? Ah ben, écoutez, j'aimerais bien vous y voir. C'est-à-dire, expliquez-moi, à part sur cette affaire de dette, comment ce qui se passe à Bohème en 1842 nous apprend la situation d'Haïti aujourd'hui. Dites-moi. Mais quelque part, vous nous avez dit, ou en tout cas, je l'ai lu, que ce qui vous intéressait, c'était la paysannerie. Et quelque part, si ça se passait maintenant ou en 1842, ce n'est pas très différent. Selon vous? Ah oui, c'est-à-dire que la ruralité ne change pas vite, et pas qu'en Haïti. La ville, il me semble, change plus vite que les milieux ruraux qui peuvent se ressembler pendant très longtemps. Ceci dit, la ruralité du 19e siècle et celle du 20e siècle peuvent se ressembler de ce point de vue, mais aujourd'hui, c'est encore autre chose. Maintenant, il y a aussi la question, même si c'était pas votre volonté d'écrire un roman historique, c'était de dire mieux comprendre cette période-là, et à mon avis, vous y arrivez quand même très bien dans votre roman, pour mieux comprendre la réalité d'aujourd'hui. Ah, j'avais pensé que vous vouliez parler de l'actualité politique. Oui, mais je dirais la situation générale, l'actualité politique. Je pense que le livre de Jean interfère de façon plus nette. Plus directe, oui. Plus directe, certainement. Mais le vôtre est très complémentaire, quelque part, pour comprendre quand même les origines des choses. Oui, j'ai vu une lecture comme ça, parce que avec Jean d'Amérique, on a eu la chance d'avoir quelques lectures croisées quand même. J'ai vu une lecture croisée cette semaine que je trouve tout à fait intéressante, à savoir
que Haïti serait en crise, il y aurait l'un des deux romans qui travaille sur le soubassement de la crise, le soubassement lointain, et un autre qui décrit l'actualité de la crise. Oui, on peut voir les choses comme ça, mais ce qui a pu m'intéresser, parce que moi j'ai lu Soleil à coudre avec un grand plaisir, c'est surtout le travail sur la langue et comment le contemporain est porté par un corps à corps poétique. Pour ce qui est d'explication de l'actualité en tant que telle, le roman Combat qui se passe en 1842, encore une fois, à part sur la question de la dette, parce que je trouve que la question de la dette explique quand même l'appauvrissement d'Haïti, de telle sorte qu'on peut dire que ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri, notamment, y compris, avec toutes les malversations en interne, par cette dette internationale, cette dette payée auprès de la France qui a, il faut savoir que de à peu près 1825-26 à peu près 1940, Haïti consacrait l'essentiel de ses économies à envoyer de l'argent à la France dans une espèce de logique macabre pour acheter d'anciens esclaves, entre autres propriétés et biens meubles, qui ne se considéraient pas comme tels. C'est-à-dire que les descendants d'esclavagisés ont dû payer aux anciens colons l'intérêt sur l'indépendance qu'ils ont conquise dans le sang. De ce point de vue, oui, le roman est fondateur d'une certaine lecture sur l'appauvrissement du pays. Mais expliquer l'actualité politique, vraiment, je ne saurais pas vous dire exactement quoi. Comment faire? Je voudrais tenter, mais il me semble que le pari est très difficile. Je pense que c'est effectivement beaucoup plus direct dans votre roman Jean d'Amérique, mais j'aimerais bien vous poser peut-être une question différente, parce que à la fois vos deux romans sont profondément ancrés en Haïti, et à la fois il me semble que ce que chacun d'entre vous recherche aussi, c'est de faire paraître finalement l'humanité avec ce qu'elle a de part d'ombre, de part de lumière, et qu'on retrouve dans chacun des personnages. C'est assez fort dans votre roman aussi. Ben oui, l'intention d'abord c'est de raconter la tragédie humaine en fait, mais pas du tout de raconter l'actualité politique. C'est pas mon travail comme écrivain, comme romancier, mais il se trouve que oui, par hasard, il y a une résonance assez directe, assez forte avec ce qui se passe. Ce roman, je l'ai commencé en 2016. Voilà, aujourd'hui, il y a encore cette situation qui se répète dans le pays et ça vient faire écho. Mais disons que la préoccupation première, c'est de raconter le monde, de raconter la tragédie humaine. Et j'ai essayé de le faire en apportant beaucoup de nuances dans les faits du réel que je prends, ou bien dans comment je campe les personnages. J'ai cherché beaucoup de nuances pour ne pas poser un regard binaire ou un jugement sur ces lieux ou ces personnages, mais de donner à voir la complexité du drame humain à travers ces regards. Merci, et c'est très réussi. En tout cas, je voulais vous poser une dernière question à tous les deux. C'est, vous savez que nous, CEC, on travaille en partenariat avec différentes organisations en Haïti autour d'un projet qui s'appelle Urgence de lire. L'urgence de donner accès aussi aux livres dans des endroits qui ont beaucoup moins cette chance-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a urgence de lire depuis Haïti, mais peut-être aussi d'ailleurs? Ah oui, absolument. Vous vous en doutez bien. Je pense que la lecture est toujours déjà un plaisir. Un plaisir aussi parce qu'on peut fermer le livre si on n'aime pas. On n'est pas obligé de continuer, je veux dire. Vous savez, petite anecdote, quand j'étais au lycée Toussaint-Louverture, et il y avait des surveillants, des mecs qui circulent dans les couloirs avec des rigoises, un fouet à peau de bœuf, mais ça pique.
La seule façon de ne pas être dans la salle de classe, puisqu'on ne pouvait pas circuler dans les couloirs à cause de ces mecs qui circulent avec leur fouet, c'était d'être à la bibliothèque. Et lors de mes débuts de lecteur, je pouvais avoir séché des cours de littérature pour aller lire Zunche Saninen ou La famille des petites cailles à la bibliothèque. Et chacun sait la différence qu'il y a souvent dans les écoles entre l'enseignement de la littérature et la lecture même. Et de ce point de vue, l'urgence de lire réside là. C'est l'urgence de vivre avec la littérature. Pas pour en être un savant, il n'y a pas forcément de savoir dedans. Vous voyez bien qu'on n'est même pas foutu de vous faire une vraie lecture de l'actualité politique. On est de très médiocres analystes politiques. Mais d'abord par plaisir et dans l'expérience de l'histoire d'autres personnes, de la poésie, de la voix d'autres personnes, pouvoir se désolidariser de soi-même, de sa classe sociale, de son genre, de sa couleur de peau. C'est peut-être ça qui devrait être appelé l'universel. Merci Néhémie. Jean, y a-t-il urgence de lire ? Sans doute. Moi, mon histoire personnelle me raconte ça, cette urgence de lire, parce que je suis en grande partie quelqu'un qui a été construit par les livres. Et je pense que c'est très important, parce que le livre, c'est un espace de construction. Je dis pas que c'est la seule, mais c'est un espace sûr de construction, parce qu'on a la possibilité de voyager, on a la possibilité de tout à coup refuser le monde dans lequel on est et essayer d'envisager d'autres. Pour moi, c'est un espace pour se construire et c'est le témoignage de ma vie, de ce que je suis aujourd'hui. Donc vivement la lecture. Eh bien, c'est ici que se clôt notre entretien. Je rappelle ces deux livres, Soleil à coudre de Jean d'Amérique et Combat de Néhémie Pierre Dahomey, que je vous recommande chaleureusement pour toutes les raisons dont on a pu parler aujourd'hui. On aurait pu parler encore des filiations. Il y a beaucoup de choses qui transparaissent à travers ces livres. Mais en tout cas, cela nous amène à la fois dans un monde qu'on ne connaît pas peut-être, mais c'est à la fois une façon de dire le monde depuis un endroit où on n'est pas. Donc voilà, merci beaucoup à tous les deux. C'était un grand plaisir et merci encore à la Foire du Livre pour cette organisation.